Bonjour, bonsoir tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Veritas Obscura. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet aux inquisitions et aux condamnations de criminels de tous bords. Vous avez couché avec le diable? Allez, un coup de passage avec la poire d'angoisse. Vous avez volé un œuf de poule pour nourrir vos enfants? Passez donc venir nous voir sur la roue, ou au pilori. Bref, vous m'avez compris, l'époque médiévale, c'est l'âge d'or de la question, un terme énigmatique. Sachez que celui-ci ne sera pas extrêmement long, il n'y a pas des milliards de choses à raconter sur les instruments de torture ou leurs méthodes, et si comme d'habitude de mes 3 prochaines histoires, une seule est vraie, je vous proposerai cette fois-ci en fin de vidéo un petit addendum d'autres instruments de torture ayant cette fois-ci réellement existé. Bon allez, ne perdons pas plus de temps et commençons cet épisode sur la torture médiévale. Débutons en fanfare, avec une des méthodes de torture les plus douloureuses mais non létales qui fut pratiquée de nombreux siècles jusqu'à la fin du XVIIIe en France. La question par le brodequin. Alors généralement, tout d'abord, quand on parle de question par, suivi par le nom de l'instrument de torture, il s'agit non pas de tuer le malfrat, pas de prime abord en tout cas, mais d'extirper des informations sur ses méfaits qu'il ou elle a commis ou projetait de commettre dans le futur. Et s'agissant de la question par le brodequin, si effectivement la mort du suspect n'était pas obligatoire, la douleur et les cris à l'inverse baignaient bien chaque interrogatoire d'une intense atmosphère d'angoisse. Mais le brodequin, qu'est-ce donc alors? Eh bien nous voilà face à un instrument d'une grande simplicité. 4 morceaux de bois percés sont alignés le long des jambes, 2 à l'extérieur et 2 à l'intérieur, d'une longueur équivalente à celle des genoux aux chevilles. Ces 4 planches sont reliées entre elles par des cordes, d'abord par les interstices même des planches, puis entourant les jambes dans leur totalité. Ainsi fait, les jambes du malfaiteur sont donc totalement contraintes, saucissonnées. Pour ajouter le côté torture à cet étrange mécanisme, des coins de bois, comprenez des petites cales plus ou moins grandes, étaient insérées entre les planches du milieu, celles collées à l'intérieur des jambes. Ainsi donc, à chaque coup de maillet, la cale se loge plus profondément, poussant les planches centrales contre les jambes, elles-mêmes emprisonnées de toutes parts, qui accusent le coup. Très rapidement, les os craquent, se cassent et se broient sous les hurlements de douleur des condamnés. Selon la gravité de la faute, le nombre de cales passe de 4 à 8, et autant vous dire que les aveux ne se font généralement pas attendre. Cette méthode, si efficace soit-elle, n'est pas souvent utilisée. En effet, le risque d'estropier les victimes est important, alors seuls les accusés de grands larcins qui ne requièrent pas la peine de mort reçoivent cette sentence. Une sentence qui, comme je le disais, fut utilisée jusqu'en 1780 en France, avant de céder sa place à des méthodes un poil plus douces. Le lettrissage. Voilà une méthode moins douloureuse mais tout aussi intrigante que le brodequin. Elle n'a pas la même application, cela dit. Explication. Si en effet le brodequin servait plutôt de torture interrogative, le lettrissage, lui, est plutôt considéré comme une sentence. Elle n'en reste pas moins une certaine forme de torture, assez rare, plutôt présente surtout dans les terres anglo-saxonnes au début du Xe siècle, plusieurs décennies après la fin des longues incursions vikings sur le territoire anglais. Si je vous parle des vikings d'ailleurs, c'est que ce sont eux et leurs tatouages symbolisant leurs coutumes et traditions qui pourraient potentiellement avoir inspiré aux anglo-saxons la pratique du lettrissage. Alors comme je disais, effectivement on ne sait pas vraiment si c'est un effet de cause à effet, justement les historiens débattent là-dessus, mais en tout cas il était vrai, les vikings étaient tatoués de la tête aux pieds. Bref, revenons-en à l'Angleterre et plus précisément à l'Est Anglie dans le Kent, ou dans le Wessex, des territoires qui ont pratiqué le lettrissage pour scarifier des personnes condamnées d'avoir pillé,
attaquer et blesser les habitants des petites bourgades anglaises. Terre d'un christianisme influent, il est donc logique que la scarification de symboles soit liée à la repentance, thème très cher à l'Église catholique de l'époque. Évidemment, torture médiévale oblige, nous avons affaire à une méthode de scarification très douloureuse. Il faut que le regret soit marqué dans la chair à vif, et quand les inscriptions ou les symboles catholiques sont apposés, on n'hésite pas à les creuser au moyen d'incisions profondes, au couteau aiguisé, parfois chauffé à blanc pour provoquer de grandes cicatrices. Parfois, on applique même de la chaux brûlante sur la peau ouverte et encore saignante. Ces scarifications sont présentes sur une zone de la peau visible de tous, les avant-bras, les mains, le front parfois, rappelant alors à tous qu'il faut faire attention à cette personne qui devient alors rapidement marginalisée par la société. Une double peine pour un malfrat qui se voit contraint de porter à vie dans sa chair et dans son esprit la lourde sentence de ses méfaits accomplis. Pour cette dernière méthode de torture médiévale, je m'en vais vous présenter la question par l'ébouillantoir, un mot désuet qui définit un supplice incroyable, avec, vous l'avez deviné, de l'eau bouillante. Alors la question par l'ébouillantoir s'effectue en deux étapes distinctes, et il semblerait qu'on en ait retrouvé des traces dans un grimoire d'un monastère franciscain aux alentours de 1220 en Italie. Une méthode qui se voulait en harmonie avec les préceptes catholiques de l'époque, alors en pleine Inquisition, expliquant que la purification des péchés commis doit se faire par le sang versé et les plaies purifiées. Mais comment cela fonctionne-t-il? Toute l'opération est très simple. On attache à une simple table de bois, celle-là même qui peut servir à l'écartèlement, les pieds et les bras du condamné. Celui-ci se fait alors fouetter les mains, les jambes et le corps en entier avec un fouet fait de lanières de cuir. La première étape de cet horrible supplice se termine quand le sang coule des plaies ouvertes sur le corps. Il est alors temps de passer à la prochaine étape. Vous l'avez compris, dorénavant, il faut purifier les plaies béantes desquelles jaillit la douleur et le péché en y versant de l'eau totalement bouillante. La douleur est intense, si intense qu'il est très fréquent d'avoir une victime qui s'évanouit, les circuits de la douleur reliés au cerveau complètement saturés d'informations. On retrouve d'ailleurs dans le grimoire évoqué plus tôt une brève description d'une de ces séances dans laquelle, et je cite alors la traduction du latin, est dit « Le corps de la jeune pécheresse est à présent purifié de ses actes malveillants, et son corps renaît par les souffrances qu'il a endurcies. La peau fume, rouge sang, et les cris de la femme se sont calmés. Le corps a traversé les épreuves du Seigneur et repose maintenant, lavé de tout péché. » Ce n'est pas très exhaustif, effectivement, mais ça permet de se rendre compte, un bref instant, de la violence de ces méthodes de torture si chères à l'Inquisition catholique. Il y a peu de traces, hormis celles du monastère en 1220 et quelques passages ci et là dans des recueils gardés au Vatican, accessibles de nos jours dans la section libre de la grande bibliothèque de ce petit pays. Si par la suite, le bûcher sera utilisé bien plus facilement par une religion en plein abus de pouvoir, il est évident que l'ébouillantoir restera une des méthodes les plus vicieuses de l'époque médiévale. Et voilà les amis, venir la fin de ce nouveau Veritas Obscura. Mais comme je vous le disais au début, l'épisode étant un petit peu plus court que d'habitude, parlons 2 minutes des autres instruments de torture, eux bien réels, qui ont torturé hommes et femmes pendant des siècles. Parlons tout d'abord du berceau de Judas, l'un des plus étranges et franchement sales que j'ai pu croiser lors de ma recherche. Le concept est très simple. Le condamné est suspendu au-dessus d'un tabouret dont la base en bois n'est pas plate mais de forme pyramidale. On fait alors descendre, voire tomber la personne de sorte que la partie pointue de la pyramide rentre dans l'anus en fait. Et pour corser la séance, parce que là c'est pas assez, on n'hésite pas à le faire tomber de plus ou moins haut, de plus en plus fort, de plus en plus longtemps, à répétition, lui qui finit par se faire quasiment empaler. Si la mort, qui arrive assez souvent avec cette méthode, n'est pas due à l'instrument en lui-même, c'est que l'outil est très peu nettoyé.
il n'y en a pas l'intérêt, et les chairs à vif au contact de la chaise finissent par s'infecter. Et comme on se soigne pas dans des hôpitaux comme en 2021, mais façon sangsue et mixture du Moyen-Âge, c'est bye bye. Bref, parlons d'une méthode, une autre un peu moins ignoble d'apparence. Remarquez que je dis bien d'apparence. La cure par l'eau. Une torture moyenâgeuse, somme toute simple, puisqu'il consiste à ligoter le condamné sur une table de bois et la faire ingurgiter une énorme quantité d'eau. Généralement utilisé comme méthode de torture, puisqu'il arrivait que les suspects soient au bord de la noyade, prêts à raconter toute vérité. Elle pouvait aussi servir de condamnation. On faisait ainsi boire la personne jusqu'à ce que son estomac ou ses intestins explosent sous la pression gigantesque du flux constant de l'eau. J'aimerais terminer maintenant cet épisode avec une dernière méthode de torture, celle de la poire d'angoisse. Un instrument assez connu et très utilisé, notamment durant l'Inquisition. Un simple objet en forme de poire, qui était utilisé pour punir les femmes qui couchaient avec le diable. Oui, vous avez bien entendu. Ou bien avec les hommes ou femmes coupables d'homosexualité, ou enfin pour faire taire les personnes. Pour les premiers cas, la poire était insérée dans le vagin. Dans les deuxièmes cas, dans l'anus. Et le dernier cas, dans la bouche. Comme vous pouvez le voir, une sorte de manivelle permettait de faire s'écarter les parois métalliques de la poire, faisant à son tour une pression énorme sur les parois des parties du corps touchées. Il serait soi-disant possible de tuer quelqu'un en forçant assez pour déchirer totalement la zone concernée, mais ça reste une affirmation peu prouvée. Bref, je vais m'arrêter ici avec ces instruments de torture qui ont réellement existé. Il y en a d'autres, et si vous êtes intéressé, suivez-moi sur mon Twitter et sur mon Discord pour pouvoir en avoir un petit peu plus. Mais à présent, venons-en enfin à la conclusion. Car oui, il y avait effectivement, et vous le savez, une seule véritable méthode de torture parmi les 3 premières. Avez-vous vu juste? Avant de vous donner la réponse, j'aimerais vous rappeler de bien vouloir liker la vidéo, de mettre un pouce bleu et de partager celle-ci au plus grand monde afin d'agrandir la communauté Veritas Obscura. Bref, ce petit laïus terminé, qui d'entre vous a su, d'instinct ou par chance peut-être, que c'était la question par le brodequin qui était véritablement utilisée pendant le Moyen-Âge? Et oui les amis, c'est une méthode de torture assez atroce, je dois l'avouer, qui finissait par exploser, littéralement, les os des jambes des condamnés souffrant d'une douleur incommensurable. Une méthode similaire était d'ailleurs utilisée pour la question ordinaire, la torture visant à apprendre des choses de la part du condamné sur un événement qu'il ou elle aurait commis. Pour ça, un bas en parchemin, des sortes de chaussettes si vous préférez, était appliqué humide aux jambes du prisonnier. On approchait alors ses jambes du feu et les parchemins, sous l'effet de la chaleur, se rétractaient violemment sur les jambes, causant une douleur incroyable. Le Moyen-Âge, l'âge sombre de la science et de la médecine. Il a pourtant vu une ribambelle de nouvelles méthodes de torture plus inventives les unes que les autres. Pourquoi donc fallait-il que tout ceci soit si extraordinairement ludique ? Je ne sais pas vraiment, peut-être qu'il s'emmerdait à l'époque et que écarteler quelqu'un avec des boyaux de gazelle tout en nourrissant la victime de compotés de figues aux noix, l'arrosant de vin rouge était grisant pour le public. J'en sais rien. Bref, voilà tout pour ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, vous le savez, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire. La vérité peut parfois être plus sombre que le mensonge. À bientôt tout le monde.